Bonjour et bienvenue sur Foi et Raison, chaîne de théologie catholique. Alors comme vous le savez, si vous suivez un petit peu la chaîne, je suis belge et j'ai donc suivi la venue du pape en Belgique. J'étais présent à la messe le dimanche, mais j'étais aussi présent le samedi dans la salle de Louvain-la-Neuve, l'Aula Magna, où le pape a été accueilli par l'Université catholique de Louvain. Alors cette vidéo, elle sert simplement à donner quelques explications et puis un éclairage sur la polémique de la venue du pape à l'UCL, en particulier la lettre qui lui a été lue. Laudato Si porte les germes d'une réflexion prometteuse pour l'inclusion de toutes et tous. Mais comme souvent dans l'Église, les femmes sont invisibilisées. Invisibilisées dans leur vécu, invisibilisées dans leurs apports intellectuels, aucune théologienne n'y est citée. Or, nombre d'entre elles ont étudié et dénoncé les liens intrinsèques entre domination de la nature et domination des femmes, esquissant des voies inspirantes pour un écoféminisme chrétien. Le recours à, je cite l'encyclique, « la figure d'un père créateur et unique maître du monde » pourrait induire l'idée que seule l'autorité masculine est susceptible de nous en fournir. Mais la soumission à un père extérieur à la création ne correspond pas à une humanité mature et multiple, à une humanité qui pourrait intégrer des limites dans un mouvement responsable d'adhésion à la dynamique de la vie. La réponse du pape ensuite sur cette même scène, et puis le communiqué de la rectrice de l'UCL qui a été diffusé avant même que le pape ne quitte les lieux. Donc raison d'ailleurs pour laquelle le pape dira ensuite dans son avion du retour que cette manière de faire n'était pas morale. Prima di tutto, questo comunicato è stato fatto nel momento che io parlavo. È stato prefatto. E questo non è morale. Donc ce qui va suivre, c'est une émission radio pour un RCF, animée par Yves Thibault de Mézières, une émission appelée Décryptage, qui porte sur cette polémique. Alors j'estime que ce que moi j'avais à dire n'avait pas beaucoup d'intérêt. Je voulais d'abord laisser débattre et dialoguer Olivier Riodel, théologien et doyen de la faculté de théologie et d'études des religions à l'UCL, et Laura Riserio, professeur de philosophie à l'université de Namur. Ils m'ont tous les deux semblé très très intéressants. Alors, ce que je voulais simplement transmettre moi, j'ai pas vraiment saisi l'occasion parce que bon, j'étais un peu stressé d'être en débat ou en dialogue, disons, avec mon doyen. Et puis, je voulais en fait au départ filmer l'émission pour ma chaîne, pas spécialement y participer. Mais alors, ce que je voulais transmettre, c'est la parole de jeunes, des étudiants ou des doctorants que je connais, que j'ai rencontrés, avec qui j'ai discuté pas mal après les événements, qui ont participé au groupe de réflexion préalable à la rédaction de la lettre, et qui m'ont rapporté ce qui s'était passé et m'ont demandé de le dire. Alors, plusieurs se sont plaints que leurs propositions et leurs suggestions pour la lettre ne soient pas retrouvées dans cette lettre finale, et que d'ailleurs, peu d'entre eux ont accepté de la signer. Cela n'a pas été rapporté dans les médias, ils sont un peu frustrés par rapport à ça. Donc le contenu de la lettre et la manière dont elle a été lue a attristé ces étudiants, qui ont cependant accepté pour une bonne part, d'être présents sur la scène, bien qu'ils aient hésité à refuser de monter sur scène jusqu'au dernier moment. Donc ils m'ont tous rapporté que le contenu de cette lettre n'aurait fait passer les idées que de 3-4 personnes et qu'elle n'était pas vraiment représentative des échanges préalables. Donc ça c'est dit. Pour le fameux communiqué en réponse aux propos du pape, il déplore la position exprimée par le pape François concernant la place des femmes dans l'Église et dans la société. En particulier, ce passage. Donna è accoglienza feconda, cura, dedizione vitali. Per questo è più importante la donna che l'uomo. Donc vous avez un peu plus de contexte, bon visionnage à tous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos à venir très bientôt sur la chaîne, plus directement théologique. N'oubliez donc pas de vous abonner et puis de liker et de commenter aussi, ça aide pour la visibilité. À très bientôt. C'est probablement l'événement de la venue du pape François en Belgique à la fin du mois de septembre qui a fait couler beaucoup d'encre. Une rencontre entre le Saint-Père et la communauté universitaire de Louvain-la-Neuve à l'occasion du 600e anniversaire de l'institution et qui s'est soldée par une incompréhension relatée dans le communiqué de presse de l'UC Louvain distribué quelques minutes après le discours du pape François. Mais sur quel point, au juste, certains en ont-ils fait trop autour de ces dissensions ? Réfléchissons ensemble avec mes invités et puis tentons d'analyser un petit peu cette séquence. Mes invités sont Laura Riserio, professeure de philosophie à l'université de Namur. Bonjour Laura Riserio. Bonjour. Thomas Rémy, étudiant à la faculté de théologie à Louvain-la-Neuve. Bonjour Thomas Rémy. Bonjour Yves. Et le professeur et doyen de la faculté de théologie à l'UC Louvain, Olivier Riodel. Bonjour. Bonjour.
On va commencer avec vous, Laura Rizzerio, si vous voulez bien. On commence peut-être notre analyse d'abord sur un point de vue qui va concerner vraiment le ressenti. Qu'est-ce que vous étiez dans la salle de l'Aula Magna, vous y étiez d'ailleurs tous les trois, pour assister à cette rencontre. Posons un peu le décor et l'ambiance aussi. Que retenez-vous de ce moment entre l'arrivée du pape à l'Aula Magna en musique, avec ce morceau de jazz Laudato Si, et son départ pour aller ensuite saluer donc la foule qui était placée devant l'Aula Magna sur le parking à Louvain-la-Neuve. Que retenez-vous d'un point de vue personnel de ce qui vous a marqué? Alors, il y avait quand même pas mal de monde qui était là. J'ai vu plusieurs collègues, plusieurs personnes que je connais à Louvain-la-Neuve dans une ambiance assez ouverte, je dirais. Les gens étaient là avec le désir d'entendre. Quand le pape, il y a eu cette musique, d'abord la musique classique, puis la musique rock, ce qui montrait aussi une diversité, parce que c'était chaque fois des étudiants qui jouaient, donc une diversité de culture dans l'université. Je trouvais ça très intéressant, même si la musique rock était un peu trop fort pour mes goûts, mais c'était vraiment très intéressant de voir ça. Puis le pape est arrivé, il y a eu des applaudissements, la comédienne a prononcer les discours. Alors là, j'ai trouvé ça un peu étonnant que ce Geneviève soit Damas, donc une dramaturge. Oui. C'était bien fait, mais je trouvais un peu étonnant. Parfois, elle parlait au public sans regarder les papes alors qu'il s'adressait au pape. J'aurais peut-être préféré que les étudiants aient lu à tour de rôle la lettre, même s'ils avaient moins de compétences dramatiques que la comédienne. Bref, ça c'est mon impression. Puis le pape a répondu, et en regardant toujours la comédienne, d'ailleurs la comédienne qui a été interviewée à la RTBF a dit cela, a dit « J'étais touchée par la manière dont le pape me regardait Oui. ». Et elle disait le décalage qu'il y avait pour elle entre ce qu'elle entendait et la manière dont le pape la regardait, comme si vraiment elle se sentait comprise par les regards et un peu moins par la réponse, sans doute. Et puis après, à la fin, quand le pape a fini de parler, il y a eu vraiment des applaudissements assez chaleureux. Pas de tous, ça il faut le dire. Notamment, mais globalement. Et donc il y avait un public assez enthousiaste. En tout cas, comme si... Je pense qu'une partie du public, personnellement, moi je connais l'italien, donc je comprenais tout ce que le pape a dit, mais la traduction n'était pas excellente, donc j'ai l'impression qu'une partie de la population n'a pas bien compris ce que le pape a dit. Et malgré tout, c'était une rencontre où, je ne sais pas, il y avait quelque chose de chaleureux. Et donc j'étais vraiment étonnée après de découvrir ce qui avait été fait. Et on va y revenir tout à l'heure, ce sera en deuxième partie de notre analyse. Professeur Olivier Riodel, vous aussi vous y étiez, peut-être avec une analyse un peu différente, avec un ressenti qui n'est pas identique. Vous allez en tout cas nous le confier maintenant. Est-ce qu'on peut vous demander, vous, comment est-ce que vous avez vécu avant qu'on parle vraiment du sujet polémique, comment avez-vous vécu cette rencontre du pape, cet événement unique quand même? C'était une très belle rencontre. C'est très beau, c'est très chaleureux. C'est le mot que vous avez employé, c'est pour moi le plus important. C'était très chaleureux. Et tout témoignait de cela, le fait que ce soit des étudiants essentiellement qui soient investis. C'était une belle rencontre, le fait qu'il y ait des étudiants assis autour du pape. Tout ça était très beau, c'était très chaleureux. Je ne parle pas l'italien, j'ai lu les sous-titres du discours du pape aussi, j'ai compris le discours et des collègues autour de moi ou des amis autour de moi l'ont entendu aussi et en fait, comment dire, les gens étaient heureux que le pape soit là. Alors il y a ce qu'il dit, certains peuvent être d'accord ou pas, mais fondamentalement les gens étaient heureux qu'il soit là. C'est quand même d'abord une personnalité spirituelle très importante et puis aussi un homme âgé, on voit qu'il, comment dire, ce qui m'a frappé c'est les efforts même qu'il fait pour être souriant, etc. C'est quand même... Et puis d'accepter ce genre de discussion, c'est quand même magnifique, quoi. Et donc il y avait un vrai enthousiasme du fait d'accueillir ce pape dans cette circonstance. C'était une très belle fête. On retient donc enthousiaste, ici, mot pointé par les deux premiers invités. Thomas Rémy, vous aussi, dans l'Aula Magna,
vous partagez aussi ce point de vue d'enthousiasme, en tout cas, quel a été le vôtre, votre impression de cet événement? Oui, il y avait un vrai enthousiasme. En plus, je veux dire, moi-même, j'étais très touché d'arriver à Louvain-la-Neuve, de voir qu'on allait accueillir le pape dans une ville que j'aime tant, dans laquelle j'habite depuis plus de 10 ans. Et donc, j'ai quand même été marqué par le fait que d'abord, j'ai rencontré des étudiants qui allaient monter sur scène pour être des représentants de la lettre auprès du pape. Et j'ai été marqué d'abord par le fait qu'ils avaient l'air un peu gênés, parce qu'ils venaient d'apprendre le contenu exact de la lettre. Et puis après, les événements se sont déroulés, et puis j'ai trouvé qu'effectivement, il y avait beaucoup d'enthousiasme, c'était fort chaleureux. J'ai trouvé la musique était super, par ailleurs, au départ, mais ça, c'est un détail. Et puis, en fait, par rapport à à la lettre, la manière dont elle a été peut-être prononcée a pu paraître dérangeante parfois, ou en tout cas étonnante plutôt. Mais ça, le pape invite aussi à étonner dans ses discours, à l'étonnement. Et par rapport à la réponse que le pape a donnée, au départ, moi, c'est vrai qu'on avait peut-être un peu de mal à suivre, parce qu'il y avait une retraduction sur l'écran dactylographiée qui n'était pas toujours juste, mais il répétait toujours l'Église des femmes, et c'était un peu difficile à comprendre ce qu'il voulait dire par là. On va arriver effectivement au cœur du sujet de l'analyse du et des discours, évidemment, puisque ça s'est déroulé donc en plusieurs temps, après un mot d'accueil évidemment de la rectrice Françoise Metz. Il y a eu aussi la diffusion d'un extrait vidéo, et puis une lettre donc lue par la dramaturge Geneviève Damas, qui reprend le travail de réflexion d'une 50aine d'étudiants professeurs scientifiques autour de sujets comme l'éco-anxiété, les inégalités, les racines philosophiques, la place des femmes dans la société et la sobriété. Il y a beaucoup à dire, soulevons tout de même quelques points qui ont été assez clairement évoqués, notamment les rapports de domination du nord sur le sud, des hommes sur les femmes, l'homme sur la nature et les écosystèmes. Une question aussi, de nombreuses questions posées au pape François. Jusqu'où l'Église est-elle prête à s'engager pour soutenir une révolution culturelle, économique et sociale? Je cite tout cela de cette lecture. Et puis cette phrase causant un malentendu du côté de la réponse apportée par le pape François dans son discours, et que dont l'UCL a exprimé son incompréhension et sa désapprobation sur la position exprimée par le pape François concernant la place des femmes dans l'Église. Je cite le propos du pape: « La femme est accueil fécond, soin, dévouement vital ». Une position déterministe et réductrice, donc, a souligné Lucé Louvain. Laura Rizzerio, la disputatio, un mot qui vous tient à cœur. On va en parler parce que Lucé Louvain parle de volonté d'entrer en discussion. Elle a vraiment pointé cela dans le communiqué. Et pourtant, on a l'impression que cette discussion n'a pas pu aboutir. Ça aboutit par une désapprobation, en tout cas avec principalement une phrase, 3 phrases. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui a été raté là, quand on relit cet événement. Qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous? Est-ce que l'attitude du pape était celle du dialogue, de l'ouverture, ou bien il y avait un blocage qui n'a pas permis cela? Difficile de répondre. Alors, parce que je ne suis pas dans la tête du pape, évidemment, ni dans celle des autorités de Lucé Louvain. J'ai juste assisté à quelque chose qui me semble un peu difficile à comprendre dans sa forme et qui me fait douter que ce débat ait pu s'enclencher. Alors que, normalement, il aurait dû, parce que la lettre que les étudiants ont adressée au pape portait des questions, et le pape a répondu dans son discours en essayant de répondre aux questions qui lui ont été posées. Donc, en principe, ça aurait pu engager un débat. Mais pour véritablement débattre, il faut poser ses armes, parce que sinon on combat et pas on débat, c'est différent. Et peut-être de part et d'autre, je ne sais pas, les armes n'ont pas été posées. Maintenant, quand je relis la forme, je me dis que ce que personnellement m'a le plus questionné et même dérangé, c'est que les papes n'avaient pas encore fini de parler, que déjà, donc, une des responsables de l'administration de Lucé Louvain distribuait aux journalistes en toutes les langues
un communiqué qui s'est désolidarisé des paroles du pape, alors que le pape était encore dans l'Aula Magna en train de parler presque. En fait, le pape avait un peu de retard et donc les timings n'étaient pas exactement ce qui était prévu. Dans l'avion, il a parlé d'actes, je cite, amoral. Il a été profondément blessé. En tout cas, je me demande si vous, à sa place, qui n'aurait pas été blessé d'une attitude. Enfin, si je vous invite pour fêter mon anniversaire, tout en sachant que vous n'avez pas les mêmes idées que moi, parce que je le sais à l'avance, mais je vous invite quand même, je vous laisse parler, et puis avant que vous ne soyez parti de chez moi, je téléphone à un ami, je dis, mais il n'a rien compris, moi je me désolidarise de ce qu'il a dit, voilà, je pense que vous ne serez pas content, vous demanderiez, mais pourquoi vous m'avez invité si c'était pour après dire à tout le monde que je suis un peu pas tout à fait, disons... Sur la forme, hein, oui, vous nous dites effectivement que vous avez l'impression que je vous cite, les armes n'étaient pas tout à fait posées. Il y avait un climat... J'utilise cette expression pour rester dans le cadre médiéval, mais la disputatio, mais les médiévaux se battaient aussi. Je veux dire, je pense à la bataille entre Saint Bernard et Abélard. Elle n'était pas une bataille sinécourt, donc ça a été assez destructive. Mais finalement, après, ils avaient la volonté vraiment de... Je pense surtout à la période au XIIIe siècle, lorsque ça se développe comme méthode d'enseignement. Au Moyen-Âge, on avait vraiment envie de mettre en comparaison des opinions contrastantes qui venaient des autorités, même à l'intérieur de l'Église, mais des gens qui n'étaient pas d'accord de la pensée, de la théologie, de la philosophie, mais pour justement pouvoir dépasser et montrer que la vérité... grandir ensemble. Mais que la vérité est un peu partout et que personne ne dit ce qui est faux, enfin, sauf ceux qui, pour les médiévaux, c'est très important, ce qui est contre les faits est d'office faux. Mais ce qui reste dans les cadres de ce qui est factuel peut être mis en contradiction. Et cette contradiction ne doit pas aboutir à un consensus, mais doit aboutir à une synthèse qui dépasse les consensus pour aller plus loin. Donc, je me dis, ici, sur les questions qui sont soulevées, y compris sur la question de la femme, il y a moyen peut-être de réagir tout en disant, mais qu'est-ce que ça veut dire dans ce discours que la femme est accueil fécond? Comment est-ce qu'on peut, sur la théorie du genre, donc il y a moyen de questionner les discours du pape autrement qu'en disant je me désolidarise de ses positions, mais en essayant de comprendre davantage dans quel contexte cela est dit. Le pape venait de dire la femme et l'homme ont une égale dignité, ils sont complémentaires et la femme a comme caractéristique d'être accueil fécond. Je peux imaginer que ça puisse déranger certaines personnes, mais quelque part, il y a un fond de vérité, même si elle est partielle, qu'on peut relever et on peut dire, mais comment est-ce que cela va pouvoir nous faire progresser pour construire une société dans laquelle, tout en reconnaissant que la femme a une spécificité, on puisse l'accueillir réellement comme quelqu'un qui est protagoniste et qui mérite cette égalité, mais pas seulement sur les papiers, mais à tous les niveaux. Oui, Laura Riserio, je vais vous redonner la parole tout à l'heure, mais donc dépasser le consensus pour une synthèse qui fait progresser, c'est ça le but de la disputatio. Olivier, oui, juste ceci. Et ça, c'est le chemin pour la recherche de la vérité. Or, je dis juste là, puis j'arrête, mais le pape a insisté aussi bien à Louvain qu'à Leuven sur l'importance que l'université soit ces lieux de recherche de la vérité. Ça me semble quelque chose qui peut interroger nos institutions. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous, universitaires, que notre lieu doit être le lieu de la recherche de la vérité? Olivier Riodel, est-ce que c'est facile aujourd'hui de rechercher cette vérité ensemble suite à cette discussion-là qui, on voit, aboutit sur un malentendu, une incompréhension, un malaise et en même temps, cet acte de distribuer des communiqués alors que le pape parle, on a l'impression que finalement, il y avait on cherchait que le désaccord arrive. Est-ce qu'on s'était mis peut-être dans une attitude d'attendre la phrase polémique? Comment est-ce que vous vivez les choses? Comment dire? Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. La première chose, je pense, c'est que, il me paraît... Alors, je ne prendrai pas position sur
Est-ce que c'était le bon moment pour se communiquer? Est-ce que c'était le bon ton? Vraiment, je n'ai j'ai pas d'avis ferme sur la question. Il va de soi que les autorités de Lucé Louvain avaient le texte du pape avant. Oui, il a été communiqué. Que le pape avait les questions qui lui ont été posées plusieurs mois à l'avant. J'imagine que quelques jours avant, comme ça se fait habituellement, Lucé Louvain avait reçu la réponse du pape et que du coup la question s'est posée, comme le pape souvent sort un peu de son texte pour improviser, de voir un peu ce qu'il allait dire avant de faire quoi que ce soit. Donc c'est pas quelque chose qui est, on va préparer à l'avance un conflit. Les gens qui ont rédigé ce communiqué, qu'ils soient sur le bon timing et qu'il soit rédigé comme il faut ou non, ça c'est une autre question, mais les gens qui ont rédigé ce communiqué avaient le texte du pape. Ils l'ont pas fait a priori comme ça. Mais et l'autre chose, c'est que moi ce qui m'a frappé en fait, c'est pour qu'il y ait discussion, pour qu'il y ait dialogue, pour qu'il y ait une disputatio, comme on faisait au Moyen-Âge, la disputatio était quelque chose d'extrêmement formel. Les gens respectaient des règles, c'était très codifié. Voilà. Ce qui m'a frappé, la première chose qui m'a frappé, moi, c'est l'écart entre le type d'interpellation qui était adressé au pape, et s'il y a des auditrices ou des auditeurs qui ont assisté à cette cérémonie. Je pense que la lecture qui a été faite a durci quelque chose du texte. C'est-à-dire la manière de déclamer, le fait que le pape, évidemment, compte tenu de son état de santé, soit assis, que l'actrice soit debout, etc. Ça a renforcé quelque chose, ça a pu donner quelque chose d'arrogant. Dans le non-verbal, là, voilà, dans le non-verbal, oui. Qui ne m'avait pas frappé en lisant le texte et qui ne m'a pas frappé non plus en le lisant. Je parle de la lettre lue au pape. Voilà. D'accord. Donc ça, mais l'autre chose, c'est l'écart, en fait, entre le type de discours, de type de questions qui lui sont posées et le type de réponse qu'il accorde. Oui. Le type de réponse du pape à ces questions était beaucoup plus proche du style qu'il a pu avoir le dimanche à la messe. Trop théologique, pastoral ? Théologique, non, j'ose espérer que la théologie est capable d'avoir une place à l'université, mais c'était très pastoral. Oui. On avait, et c'était pour une part la beauté de sa prise de parole. C'est un homme avec son expérience, sa position, son âge aussi, qui parle à des jeunes. Voilà. Et on le voit quand on relit encore aujourd'hui le texte de la conférence du pape. C'est très informel et c'est très éloigné du type de discours qui était celui des questions qui lui étaient posées. Je pense que ça, c'est le premier écart, on pourrait dire. Voilà. Et pour le reste, je pense qu'il ne faut pas, il faut prendre le communiqué de la rectrice pour ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il dit il y a de nombreux points de convergence et il y a un point sur lequel nous ne sommes pas d'accord. Et il faut prendre ça comme ça, c'est-à-dire nous sommes d'accord, dit la rectrice, sur de nombreux points. Sur la question du statut des femmes, il y a des propos que nous ne partageons pas. Franchement, qu'une université aujourd'hui en Belgique ne partage pas absolument d'où les points de vue d'un pape sur les femmes, ça surprendra personne aujourd'hui. Et je pense aussi qu'il y a pu y avoir un effet, y compris dans la réaction du pape, pour le coup, dans l'avion, qui sont liés à d'autres paroles du pape, prononcées en d'autres lieux, y compris les paroles du pape dans l'avion, qui sont des paroles très... Lors de son retour à Rome, du dimanche, qui ont renforcé, en fait, l'ambiance générale. L'ambiance, mais aussi, là où il pouvait y avoir dans la formulation des choses qui pouvaient être un lieu de désaccord, on pourrait dire, dans le discours du pape, ça a été renforcé par le propos du pape lui-même dans d'autres lieux, et ça a renforcé le désaccord, je pense, d'un certain nombre de catholiques aussi. Parce que c'est une chose qui m'a frappé. C'est des accords entre les catholiques eux-mêmes, vous voulez dire? Non, de catholiques vis-à-vis du discours. D'accord, oui. C'est ce qui m'a frappé, je ne dis pas tous les catholiques, mais 2 catholiques. Oui. C'est une chose qui m'a frappé. Je pense qu'un pape aurait tenu ce type de discours il y a une 30aine d'années. On aurait eu des militantes féministes qui auraient protesté sur un certain nombre de points. Ce qui me frappe dans mon entourage, parmi le personnel de l'université, c'est de voir des gens parfaitement catholiques à la messe tous les dimanches et qui disent « ça ne va pas ». Et ça c'est un peu... Mais qu'est-ce qui ne va pas? On a l'impression qu'il y a quelques mots, je reprends, je voudrais quand même reprendre la phrase, que
que Lucien Louvain a pointé comme étant problématique selon les autorités. La femme est accueil fécond, soin, dévouement vital. Au fond, est-ce que aujourd'hui l'Église n'aura-t-elle plus la possibilité de parler des différences ontologiques et anthropologiques entre l'homme et la femme? Laura Rizzerio, avant de vous donner la parole, parce que je sens que vous trépignez quand même d'impatience de pouvoir aussi exprimer votre point de vue là-dessus, Thomas Rémy, puisque vous êtes étudiant en théologie, vous êtes aussi confronté à ce type de discours, aussi bien dans l'enseignement que vous suivez, mais aussi à travers les étudiants en théologie et catholiques qui sont nombreux sur le campus à Louvain-la-Neuve. Comment est-ce que vous percevez, vous, cette phrase? Est-ce que vous avez l'impression qu'elle choque dans le monde chrétien? Alors maintenant, je ne suis plus vraiment étudiant, je suis assistant et doctorant. Pardon, à la fac. assistant et doctorant. C'est pas très loin. Mais vous faites bien d'apporter cette rectification. Mais en effet, en fait, je me suis posé aussi pas mal la question, parce que c'est vraiment le communiqué déclare que ce qui pose problème, c'est la femme et accueil fécond, soin, dévouement vital, qui est une position déterministe et réductrice. Et alors, Lucien Louvain parle carrément après qu'elle lutte contre les violences sexistes et sexuelles, donc on a l'impression qu'elle englobe un peu cette phrase dans une violence sexiste. Enfin, donc moi, sur le moment, ça ne m'a pas vraiment marqué. Je me dis c'est un discours catholique qui me semble qu'on entend assez souvent. Oui. Mais c'est vrai qu'il faut questionner surtout les théologiens, les théologiennes aussi féministes qui ont un discours intéressant aussi sur la chose. Mais je pense que c'est aussi assez traditionnel de considérer, par exemple, parce qu'il dit aussi l'Église des femmes, dans l'histoire de l'Église, on parle souvent... Ça passe pas, c'est pas compris, ça, visiblement. Oui, c'est ça, je crois que ça pose problème aujourd'hui. Je crois que nos deux philosophes et professeurs de théologie vont y répondre mieux que moi, parce que, justement, je crois que je me suis posé la question, est-ce que la théologie peut encore ontologiser comme ça l'homme et la femme? Est-ce qu'elle peut encore essentialiser, comme on dit? Et je crois que ça doit être vraiment questionné par nos disciplines. Laura Rizzerio, ce sont des mots difficiles à entendre. Est-ce que c'est déterministe de dire aujourd'hui que, voilà, parce qu'il faut quand même rappeler aussi que le pape n'a pas dit la femme doit être accueil fécond, soin et dévouement vital. Il parle de la femme est accueil fécond. Comment est-ce que vous vivez et percevez-vous cette phrase du pape François? Alors, c'est vraiment difficile de répondre. Tout d'abord, je voudrais dire que je suis assez d'accord sur ce que disait mon collègue, le professeur Riodel, sur l'écart qu'il peut y avoir entre les discours qui a été celui fait par Lucien Louvain et la réponse du pape, qui est restée sur un niveau plutôt pastoral. Oui. Peut-être parce que effectivement, il voulait s'adresser à des étudiants et il est resté à un niveau plus, disons, enfin, c'est pas un discours théologique à la manière de Benoît XVI. D'autre part, s'il avait fait un discours à la manière de Benoît XVI, peut-être qu'on aurait fait le même, on aurait quand même aussi critiqué de la même manière sur un autre versant. Alors, sur la question... Et donc, je dis ça parce que, à mon avis, même sa manière de répondre à la question de la place de la femme dans l'Église était plutôt une manière pastorale qu'une manière théologique, enfin, ou philosophique, si on veut. Donc, c'est pour ça que c'est difficile de répondre à cette question. Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, en tant que philosophe, si je parle de nature humaine, je dois trouver des mots pour justifier ce que je dis, parce que ce mot ne passe plus. Donc, parler de la nature humaine, c'est compliqué. Il y a toute une série aujourd'hui de façons d'exprimer les choses qu'il faut... C'est-à-dire que la substantialisation, je dirais, ou bien la catégorisation, aujourd'hui, passe mal. Donc, alors, quand on parle... Et donc, moi, je travaille dans les domaines de la philosophie ancienne et médiévale, et je vois bien que exporter certains, et je travaille beaucoup sur la notion de bien commun, ça aussi, exporter cette notion alors qu'il me semble intéressante à développer aujourd'hui pour ceux qu'on vit aujourd'hui, pour pouvoir la traduire dans l'aujourd'hui, il faut faire toute une série d'argumentations et de passages assez subtils. Et c'est pas facile. Donc, dans un discours que le pape fait à des jeunes, ces passages n'y sont pas. Donc, il n'y a pas cette argumentation dont probablement un Benoît XVI était super capable, enfin hyper capable de faire
même en parlant à des jeunes, parce qu'il avait une Avec autre... plus de bagages universitaires. C'est parce que c'était une autre personnalité. Chacun a sa manière de s'exprimer. On peut pas être identique. Alors, je crois qu'aujourd'hui, dans notre culture occidentale, effectivement, ce discours passe mal. Maintenant, je me suis posé la question. Les papes, c'est quand même les papes d'une Église universelle. Moi, j'ai entendu dire, donc à l'UNAMUR, il y a... je veux dire, nous accueillons pas dans l'université, mais à côté de l'université, une école pastorale qui est fréquentée par beaucoup d'étudiants venant d'autres continents. Oui. Et pour eux, c'est différent. Donc, ces discours passent. Et donc, c'est-à-dire que c'est très difficile de l'entendre en Occident, par exemple. Mais je dirais même que pour certaines cultures, j'exagère peut-être, je vais attendre la réponse de mon collègue. Pour certaines cultures hors de l'Occident, je dirais, ce discours un peu du genre, disons comme ça, peut ressembler presque à un discours qui veut être comme un nouveau discours colonisateur, comme si nous voulions importer ou exporter de... j'exagère. Inverser le rapport de domination. Je dis quelque chose qui est difficile à entendre, mais je me suis posé la question. Je n'ai pas la réponse, mais je me suis posé la question si ce n'est pas ressenti ainsi. Donc, les papes, en tant que pape d'une Église universelle, lorsqu'il parle de l'homme et de la femme comme ça, je me dis, il tient compte aussi peut-être de perspectives que nous n'avons pas tellement présent à l'esprit parce que nous vivons dans une culture particulière. Oui. Et donc, c'est compliqué, en fait. C'est extrêmement... Donc, j'ai pas de solution. Moi, cette visite m'a ouvert plein de questions. Et je suis contente parce que ces plein de questions, ça permettra de progresser dans mon écoute d'autrui, dans ma compréhension de ce qui se passe dans ma culture, dans mon envie d'aller plus loin de ce qui sont des stéréotypes. Mais ça m'a ouvert vraiment les yeux. Et de ça, je suis super contente. Olivier Riodel, un doyen de la faculté de théologie. On est dans une culture particulière. Laura Rizzerio l'a dit. Est-ce qu'au fond, c'est un discours qu'on n'est plus capable d'écouter en Occident, ou bien c'est plus compliqué que ça? Est-ce que le pape, là, emploie un langage qui est définitivement inaccessible pour un pays, en tout cas une société qui est quand même franchement sécularisée? Je voudrais prendre un exemple. À plusieurs reprises, le pape répète que l'Église est femme. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? Et alors, justement, parce qu'au début, on n'a pas bien compris, et dans le discours, dans l'interview qu'il donne dans l'avion en rentrant de Belgique, il explique qu'il fait référence à un théologien, Urson Balthazar, qui, pour le dire très simplement, rappelle que Marie est une figure de l'Église, bien plus que Pierre. Que Pierre est la figure d'un ministre dans l'Église, du ministère dans l'Église, mais que la figure de Marie est une figure beaucoup plus importante pour comprendre ce qu'est l'Église. Et alors on peut comprendre ça assez bien en se disant, mais ne serait-ce que par exemple, que fait la Vierge? Elle accueille en son sein la parole de Dieu et elle lui donne chair dans le monde, elle lui donne naissance dans le monde. Et que ça a à voir avec quelque chose que fait l'Église qui doit accueillir cette parole de Dieu et la transmettre dans la chair de notre histoire et dans la chair de notre humanité. La mettre au monde, en quelque sorte. Oui. On comprend ça très bien, je pense, sans aller beaucoup plus loin. Voilà. Et ça, évidemment, c'est la foi chrétienne, je pense. Enfin, en tout cas, c'est la foi catholique. Mais ensuite, lorsque l'on prend ça et qu'on dit « l'Église est femme », on est en train de plaquer sur la femme quelque chose que l'on a tiré de l'exemple de la Vierge Marie, c'est ça, qui est de l'ordre de la passivité, de l'accueil, de la différence considérable qu'il y a entre l'initiative de Dieu et l'accueil par Marie de la parole de l'ange, et qui est une figure, de fait, de ce qui se passe entre la grâce de Dieu et notre propre liberté. Nous sommes submergés par cette grâce de Dieu, et c'est une grâce que nous avons d'abord à recevoir pour pouvoir ensuite lui donner forme et existence dans le monde. Voilà. Mais si vous dites que l'Église est femme, après avoir fait ça, vous êtes en train parce que vous filez la métaphore en fait, de placer la femme du côté
de la passivité, du côté d'un rapport inégalitaire vis-à-vis de l'homme, ici symbolise. Oui. Et là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ça, un doyen... Sans plus d'explications, vous voyez, vous employez quelque chose qui vaut en réalité pour les rapports de la grâce de Dieu et du libre arbitre de l'être humain, vous l'appliquez au rapport homme-femme. Très indirectement, puisque vous ne parlez pas du rapport homme-femme, mais vous dites, ça c'est la femme. Et vous dites, comme par hasard, la femme est accueil. Ben oui, elle est accueil. La Vierge Marie accueille la parole de Dieu, de même que nous accueillons cette grâce qui nous précède. Mais on ne peut pas dire d'emblée ensuite, ben voilà, les femmes, c'est comme ça. Parce que ça n'est pas ce que vous dites, mais ce que vous donnez à entendre, c'est que la femme est passive. Et ça n'est pas... Sans plus d'explications, ça n'est pas audible. Et c'est ce que dit le pape quand il dit la femme est... L'Église est femme, l'Église est femme. Si on n'explique pas, ou si on file trop la métaphore, on finit par plaquer sur la femme des choses qui sont en fait relatives entre Dieu et l'existence humaine, sous la figure du rapport entre Dieu et la Vierge Marie. Voilà. Thomas Rémy, en fait, finalement, ça veut dire que une phrase comme celle-là, l'Église est femme, un bon professeur en théologie peut la comprendre, un étudiant, une étudiante qui n'a pas, je dirais, les connaissances de la théologie, de l'Église, de la mariologie, peut se dire, mais au fond, d'où sort cette phrase finalement ? Oui, je pense qu'il y a une maladresse quand même de la part du pape François, qui, à mon avis, a voulu faire quand même un pas en avant pour pouvoir dire une parole positive par rapport à ses interpellations sur la question des femmes. Et je crois qu'il y a eu déjà une maladresse, parce qu'on s'adresse quand même à un public qui n'est pas spécialement ni chrétien, ni théologien, encore moins théologien. Et puis en plus de cela, c'était fait de manière assez raccourcie, quoi. Donc on n'a pas eu beaucoup de contexte, à part un petit peu plus dans l'avion. Mais voilà, sur cette question-là, je pense que Laura Riserio pourrait dire justement quelque chose d'intéressant. Je préfère passer la parole. Oui, Laura. Mais je suis assez d'accord. Hein. Peut-être il y a même sûrement une maladresse dans le sens qu'il y a peu d'explications. Je rappelle, et ça peut-être que en ce sens-là, il y a comme une sorte dans le fond, d'une méconnaissance du milieu dans lequel le pape parlait, ou peut-être pas, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il s'adresse à une université catholique. Donc, dans sa tête, je pense à ce qui peut être une université catholique en Italie. Qui a 600 ans, qui a tout un passé. C'est quand même une université catholique. Donc, voilà, il donne peut-être par acquis que dans l'université catholique, certaines choses soient, disons, compréhensibles. C'est pas le cas de notre situation en Belgique. Donc, c'est vrai que là, il y a une sorte de méconnaissance ou de hiatus entre les lieux où il parle et la manière dont il s'exprime. Ça, je suis tout à fait d'accord. Ce décalage dont on parlait tout à l'heure. J'ai discuté avec mes étudiants l'autre jour, dans le cadre d'un cours où on parlait d'autres choses, mais je me dis, du point de vue physiologique, au fond, la femme est quand même accueil. S'il y a une chose qui reste mystérieuse et en fait, d'une certaine manière, un miracle de la continuité de la vie, c'est que la femme est capable biologiquement d'accueillir pendant 9 mois au moins quelqu'un qui n'est pas elle. C'est-à-dire que du point de vue biologique, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que normalement, quand on met un corps étranger dans notre corps, notre système immunitaire le rejette immédiatement. Alors que la physiologie de la femme est faite en sorte que lorsqu'elle conçoit un enfant, l'enfant n'est pas elle 100%, c'est la moitié minimum, avec des gros problèmes parce qu'il peut y avoir un rhésus différent. Eh bien, l'enfant reste dans le corps de la mère, il est nourri par les sangs de la mère et la biologie fait en sorte que ça se passe bien, alors qu'on pourrait penser que ça pourrait se passer très mal parce que c'est un autre par rapport à elle. Donc, du point de vue biologique, on peut, au-delà de toute théologie, reconnaître que la femme est accueil. Maintenant, dans cet accueil, la femme est autre chose que passive. Elle est très active parce que sans elle, l'enfant meurt. Donc, il n'y a pas dans cet accueil une passivité. Il y a plutôt un accueil qui est extrêmement activité. Alors, si on comprend le discours dans ce sens, on peut renverser les termes et reconnaître que dans cette affirmation, j'admets que
ça demande un raisonnement donc, que n'est pas nécessaire de faire. Donc, je ne veux pas dire que cette expression « l'Église est femme » ne soit pas maladroite, mais je veux dire que d'autre part, refuser totalement l'idée que la femme est accueil, c'est priver la femme de quelque chose que la biologie lui accorde. Et ça, je dirais, ça, pour l'instant en tout cas, s'il n'y avait pas les femmes, il n'y aurait pas de bébé. Donc la science n'est pas encore parvenue à fabriquer de bébés hors de l'utérus de la femme. Oui. Elle voudrait, mais il n'y a pas encore arrivé. Donc, alors j'exagère dans mon propos, mais juste pour... j'aime bien exagérer un peu, juste pour provoquer, parce que je dis, voilà, je ne veux pas qu'on me retire cette capacité d'accueil, même si, dans mon existence, par exemple, je ne supporterais pas d'être traitée, rabaissée parce que, ou être passive seulement, être considérée comme quelqu'un qui n'a qu'à se taire. Mais on est revenu, vous êtes plusieurs à être revenus sur ce terme de passif, parce qu'on a l'impression que c'est ce mot-là que vous avez en tout cas interprété à titre personnel, chacun de ce discours. Pourtant, le pape n'a pas utilisé ce terme, n'a pas dit... C'est l'interprétation aujourd'hui qui est difficile et il en manque, on comprend la pédagogie. Olivier Riodel, qu'est-ce que le pape aurait pu ajouter ou dire qui, selon vous, aurait pu, du moins, peut-être pas nécessairement créer le consensus, mais au moins avoir une compréhension de la part d'un public qui n'est pas connaisseur nécessairement de la théologie, de l'enseignement de l'Église. Alors, on a discuté de l'un ou l'autre mot, mais oui, à un moment, le pape dit « il est mauvais que la femme veuille faire l'homme ». Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement ? Et imaginez le genre de contexte dans lesquels ce propos pourrait être prononcé et les effets que ça pourrait être. Qu'est-ce que ça veut dire, comme ça ? C'est curieux, tout de même. Moi, pour ce qui est... Mais pour répondre plus directement à votre question, moi, ce qui me frappe, c'est que... Le pape actuel a fait des choses et alors je vais pas dire ce que le pape aurait dû dire parce que je sais ou ce qu'il aurait pu dire, j'en sais rien, mais on aurait pu s'attendre par exemple à ce qu'il dise qu'il fait bouger les choses. Par exemple, ces processus synodaux de décision dans lesquels un certain nombre de femmes sont engagées. Il a nommé une femme au gouvernorat de la Cité du Vatican. C'est une religieuse, c'est un poste qui était depuis que ça existe entre les mains des hommes et en particulier des évêques. On aurait pu multiplier les exemples en disant mais peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles nous ne serons pas d'accord, par exemple la question des ministères, du ministère ordonné, mais ceci dit, il y a moyen de faire évoluer des choses dans l'Église, et lui-même le fait. Et ça aurait été une réponse beaucoup plus compréhensible pour tout le monde que de dire il est mauvais que la femme veuille faire l'homme. J'arrive pas, vous voyez, j'arrive pas à comprendre ce que ça peut vouloir dire de positif, cette phrase. En fait, ce qu'il veut dire, c'est il y a quelque chose de plutôt féminin et quelque chose de plutôt masculin. Mais, c'est ça. Mais quand on dit ça comme ça, imaginez une jeune fille qui dit « Ah, moi, je voudrais devenir chef d'entreprise. » Ah, mais il est mauvais que la femme veuille faire l'homme. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ça. Évidemment, c'est pas ce que le pape veut dire, bien entendu. C'est pas ce qu'il veut dire. Mais il y a ce qu'il dit. Et ça, c'est vraiment... C'est ce qu'on va en retenir, évidemment. Bah oui, c'est dommage. Et une autre... Oui, tout à fait, je voulais vous faire réagir là-dessus, Thomas Rémy, simplement une question. Il y a eu aussi l'opinion de l'ancien recteur de la KU Leuven, Rick Torfs, qui s'est exprimé dans une carte blanche en disant « Quand on invite le pape, on doit avoir, je cite, la délicatesse de ne pas lui imposer comme unique vérité les opinions de l'Occident sécularisé. » Est-ce qu'il y a définitivement, Thomas Rémy, peut-être... aujourd'hui une confrontation entre un Occident sécularisé et le pape. Bon, le pape aurait pu être... Si le pape avait été européen, il aurait connaissance quand même aussi de la réalité de l'Occident sécularisé. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Oui, je crois que le pape, déjà, souvent dans toutes ses interventions, finalement, il me semble qu'il parfois il essaie d'adopter un style Jésus où il s'agit de provoquer un petit peu l'opinion publique ou en tout cas où les interlocuteurs en face de lui pour leur faire justement peut-être s'étonner, comme il disait après dans l'avion. Après, c'est vrai que la réaction d'Eric Torf dans la livre est intéressante aussi parce que on peut se demander s'il y a une seule façon de penser. Est-ce qu'on est obligé d'avoir une seule façon de penser, surtout à l'université ? C'est un peu le contraire finalement de l'éthique de la discussion. Et donc en fait,
je crois qu'à ce niveau-là, ça peut comment dirais-je, le communiqué qui a été publié juste après la venue du pape, ça peut gêner, parce qu'on peut se demander le rôle, du coup, la place de l'université là-dedans. Est-ce que l'université doit nous dire quelle est la bonne manière de réfléchir? Est-ce que c'est justement cette manière de l'Occident sécularisé de 2024 qui est la bonne, et c'est le propos du pape qui, même s'il est formulé de manière incomplète ou maladroite, je ne sais pas, serait forcément mauvaise. Qui serait présenté comme ringarde ou... C'est ça. Déplacé. Donc effectivement, je crois que la question doit se poser. Et je comprends que ça a pu choquer certaines personnes, notamment Richtof apparemment. Et peut-être une dernière question, mais sur laquelle je vais vous proposer de conclure chacune et chacun. Soyez des chercheurs et des témoins de la vérité, a dit le pape. Ainsi, cette université devient chaque jour ce qu'elle veut être, c'est-à-dire une université catholique. Laura Rizzerio, cette recherche de vérité, par quoi passe-t-elle pour vous? Alors, elle passe d'abord par l'écoute, à la fois l'écoute des opinions des autres, mais l'écoute des faits aussi. Donc les deux, dans la tradition aristotélicienne, les deux étaient toujours associés. Donc l'écoute des opinions des autres, c'est qui amène à des réflexions, à des argumentations, à des réponses, donc à un travail plutôt intellectuel. Et l'écoute de faits, ça veut dire qu'on est attaché vraiment à la réalité telle qu'elle se présente à nous et on se laisse interroger par la réalité. Ce qui veut dire aussi que les contextes dans lesquels on vit, la culture dans laquelle on vit, jouent un rôle important dans notre recherche. Et je crois que c'est un peu ce qu'on cherche à faire à l'université, à la fois de mettre en lien nos étudiants avec ce que les autres ont pensé, c'est-à-dire à tous les niveaux, toutes les recherches scientifiques qui ont été faites avant, les pensées qui viennent avant nous, tout ce qui s'est fait, et puis de les lancer dans l'écoute de faits et de leur donner, c'est notre premier devoir aussi en tant que professeur, de garder ce sens critique, cette capacité réflexive, mais surtout, je dirais, de ne jamais céder, ça le pape l'a dit à Leuven, de ne jamais céder soit à un rationalisme qui est sans âme, a dit, soit à un relativisme qui finalement nous conduit qui est clivant et qui nous conduit vraiment à des positions qui sont idéologiques, si on veut, dogmatiques, mais vraiment de croire que la vérité est quelque chose, est comme un but possible, inatteignable, parce que personne ne peut posséder la vérité, personne, mais en même temps qu'on peut cheminer vers la recherche de quelque chose, de cette vérité qui peut nous nourrir profondément, ce qui correspond aussi à l'accomplissement de ce que nous sommes. Je veux dire que si nous cheminons vers la vérité, c'est parce que nous voulons être pleinement heureux. Donc le bonheur, c'est le versant pratique de la vérité. On ne cherche pas la vérité par principe, mais on cherche parce qu'on est persuadé que là, c'est le chemin du bonheur. Et je crois que c'est vraiment ce que fait de l'université. Je pense que j'ai compris comme ça cette phrase du pape qui m'a beaucoup plu d'ailleurs, que l'université catholique n'est pas un ensemble de dogmes ou de principes ou je ne sais pas mais c'est vraiment ce chemin vers la vérité qui est aussi le chemin du bonheur vers lequel nous allons tous. Merci de votre conclusion, Laura Rizzerio, se laisser interroger par la réalité, la culture dans laquelle on vit. Olivier Riodel, pour vous, par quoi passe cette recherche de vérité? Tout d'abord, très brièvement, le texte de Richtof est tout à fait intéressant, il est très juste. Si j'étais un tout petit peu taquin, je lui demanderais si le fait d'accorder presque systématiquement, si ce n'est pas systématiquement, le droit d'asile à des femmes afghanes qui demandent le droit d'asile en Europe, est-ce que c'est de l'impérialisme culturel? Ou est-ce que c'est quand même l'idée qu'un statut des femmes tel qu'ils tentent de s'élaborer en Occident est quelque chose de désirable de manière plus universelle. On devrait vous inviter tous les deux pour répondre à votre question, moi ce qui me frappe à l'université, c'est la quantité d'étudiants qui travaillent, qui se donnent de la peine, parfois au milieu de difficultés financières, pour étudier, pour chercher, pour travailler, pour apprendre. Et de l'autre côté, côte à côte, j'allais dire, des chercheurs, des enseignants qui ne comptent pas leurs heures, qui travaillent dans des laboratoires, dans des bibliothèques, dans les hôpitaux, et qui
Et ces gens cherchent la vérité et ils comptent pas leurs heures et ils se donnent de la peine. Dans une université qui parfois manque un peu de moyens, des gens vraiment font preuve de beaucoup de générosité dans cette quête de la vérité. Et comme disait Thomas d'Aquin dans son commentaire du livre de Job, toute vérité, d'où qu'elle vienne, est un don de Dieu, et j'espère bien que Dieu n'est pas éloigné de ses étudiants et de ses professeurs, catholiques ou non, qui cherchent vraiment, je le constate au quotidien, la vérité. On termine ici notre émission, un petit peu de relecture, d'analyse de cette visite du pape François à l'université catholique de Louvain, à Louvain-la-Neuve, avec cette rencontre qu'il a eue avec étudiants et professeurs. On a fait cette analyse avec vous, Olivier Riodel, doyen de la faculté de théologie, avec vous, Laura Rizzerio, professeur de philosophie à l'université de Namur, et avec vous, Thomas Rémy, assistant et doctorant à la faculté de théologie. Merci beaucoup, et je rappelle aussi aux auditeurs qu'il est possible de réécouter ces discours sur notre site internet et sur la chaîne YouTube d'une RCF Belgique. Cette émission est aussi enregistrée pour la chaîne Foi et Raison que vous pouvez retrouver sur YouTube, dont le fondateur est Thomas Rémy. Merci à tous les trois. Merci d'avoir été présents dans cette émission. Merci beaucoup, merci.